La valse des milliards pour soutenir l'économie se poursuit ces dernières heures à grands pas. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. On a des chiffres qui donnent le tournis et ça continue jour après jour. Mais là, on a une salve ces dernières heures. On a eu en vrac la Fed avec ses 2300 milliards de dollars de prêts à l'économie. Les Européens qui s'accordent là, un peu au forceps, sur 500 milliards d'euros de plans de soutien. Paris qui double la taille du sien, qui passe à peu près à 100 milliards d'euros. On est vraiment, Philippe, dans le whatever it takes, le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron d'il y a quelques jours pour compenser l'impact économique, l'impact sanitaire justement du coronavirus. C'est vraiment un bazooka financier monétaire qui est colossal ou pas? Ah oui, c'est même plus qu'un bazooka, c'est presque une arme atomique. On est très très loin de, vous savez, le whatever it takes, c'était Mario Draghi qui avait inventé ça en 2012 à propos de l'intervention de la banque face aux spéculations sur les élections européennes. Et là, on est à un échelon qui est jamais vu, en fait, qui est jamais vu, qui n'a jamais été vu dans l'histoire, avec effectivement des plans absolument massifs, mais il faut dire qu'en face de ça, on n'avait aussi jamais vu une économie se détériorer avec une aussi grande rapidité et dans des proportions aussi importantes. Et donc les enjeux économiques se mêlent avec les enjeux politiques pour faire de ce moment un moment historique. Qu'est-ce qu'on retient on va les passer au crible, encore une fois, ces trois plans de soutien. Celui de la Fed, c'est 2600 milliards, 2300 milliards de dollars. Alors, il y a beaucoup de prêts. Ouais. Et d'ailleurs, dans tous les, que ce soit au niveau européen, même au niveau français, il y a beaucoup de prêts pour aider les entreprises, notamment de taille intermédiaire, pour le coup, aux États-Unis. C'est ça, le gros du truc, c'est ça? Beaucoup Oui, de c'est prêts. essentiel. De tous ces milliards, effectivement, ils sont aussi à prendre avec un peu de recul, dans la mesure où ce sont évidemment des prêts, c'est-à-dire qu'une bonne partie de ces milliards, enfin en tout cas les gens qui les jettent comme ça, c'est-à-dire les grands pays dont on a parlé, ils espèrent bien en récupérer une bonne partie. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2008 où, notamment aux États-Unis, il y a eu beaucoup de remboursements après des gens à qui on avait prêté autant d'argent. Mais ça vient pas, effectivement, Philippe, ça vient pas un peu amoindrir, Philippe, ça vient pas justement le fait que ce soit des lignes de crédit qu'il faudra rembourser, ça vient pas amoindrir la puissance et le volume de milliards dont on parle? Oui, alors dans un sens, mais dans un autre, c'est ce que les États et les banques centrales derrière peuvent faire le plus simplement, le plus facilement et le plus rapidement. C'est-à-dire finalement de prêter de l'argent à des conditions très faibles et surtout effectivement sans condition de retour immédiat pour tous les gens qui en ont besoin, c'est-à-dire en gros pour faire les fins de mois de toutes ces entreprises qui sinon mettraient la clé sous la porte. Et le calcul, il est de dire si l'économie, comme cette crise du virus, on l'espère, ne durera pas éternellement, mais sera sur une durée relativement courte, eh bien on préfère s'endetter et endetter le monde avec de l'argent pour éviter les faillites, plutôt que de se retrouver en sortie de crise avec un tissu industriel qui sera tellement délabré que là, on plongera pour une récession qui sera beaucoup plus longue. Ouais. S'agissant encore une fois du plan européen annoncé là très tard dans la nuit, 500 milliards d'euros. On nous dit mobilisable directement avec, encore une fois, c'est un plan de sauvetage, ce n'est pas un plan de relance qui pourrait venir plus tard. La moitié, ce sont des lignes de crédit via le mécanisme européen de stabilité. Pour financer, nous dit-on, les soins de santé, c'est très bien. 100 milliards pour le chômage partiel et la BEI qui prêtera 200 milliards d'euros. Ce n'est pas les solutions qu'on a déjà entendues. C'est très bien les outils du passé de la crise de 2008. Il y avait déjà la Banque européenne d'investissement, et c'est une bonne chose d'ailleurs, qui était en première ligne. Et il y avait aussi, encore une fois, des lignes de crédit. C'est un peu les mêmes outils qu'on utilise finalement aujourd'hui. Alors disons que pour la BEI, c'est exact. Le chômage partiel, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on en parle. C'est juste. En fait, c'est la leçon allemande, tout simplement. C'est l'Allemagne a montré qu'elle s'en était sortie beaucoup mieux en 2008 que les autres parce qu'elle avait recouru au chômage partiel plutôt que de mettre des gens au chômage tout simplement. Et puis alors le mécanisme européen de stabilité, il a été créé justement en 2012 parce qu'on manquait d'un instrument qui permette
d'apporter des bouées de sauvetage aux États qui étaient en difficulté. Et à l'époque, on se souvient évidemment, c'était la Grèce. Donc on peut dire finalement, c'est intéressant d'ailleurs que en 2008, on a notamment les États-Unis retenu les leçons de la crise de 29 en intervenant sur les marchés, en noyant de liquidités pour éviter que toute la machine se grippe. Et bien aujourd'hui, en 2001, on retient un peu aussi les leçons de 2008 en agissant beaucoup plus rapidement, hein, puisque là, en 2008, ça avait mis des mois. Là, la réponse a été beaucoup plus rapide et de façon massive tout de suite. Et donc, finalement, une fois de plus, l'Europe évite de rentrer dans le mur. Hein. On disait à chaque fois, c'est un test de la consolidation, c'est un test de l'Europe. À chaque fois qu'il y a un test comme ça pour l'Europe, on a l'impression que c'est fichu parce que décidément, ces Européens n'arrivent jamais à s'entendre entre eux. Et puis finalement, au dernier moment, il y a un petit virage. Alors, on peut le critiquer, on va peut-être le faire, mais au moins, il existe et l'Europe a une fois de plus sauvé sa mise. Après la Fed et l'Europe, il y a aussi le plan de soutien français dont le montant a été doublé, on l'a appris ces dernières heures, 100 milliards d'euros, dont la moitié correspond, il faut le dire, Philippe, au report de charges sociales et fiscales. Et j'insiste, on parle de report, pas d'annulation en tout cas pour l'instant. Donc cet argent, il sera récupéré dans les caisses sociales et fiscales, enfin dans les caisses de l'État et des... Non ? Oui, c'est la grande question, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, de la même façon que ce qu'on disait sur l'Europe et aussi un peu sur les États-Unis, on favorise énormément le crédit au risque, effectivement, de laisser des entreprises qui sont dans des niveaux d'endettement qui seront peut-être difficilement supportables. Alors, il faut dire quand même que en France, comme ailleurs d'ailleurs, il y a aussi des mécanismes de soutien en capital, mais alors est-ce qu'ils là sont évidemment beaucoup plus faibles. Alors la France a, par exemple, dit qu'elle allait consacrer 20 milliards d'euros pour rentrer dans le capital d'entreprises qui seraient en danger. Alors on cite évidemment Air France, hein, qui a besoin d'au moins 6 milliards, c'est ce qu'on raconte. Il y a d'autres entreprises. Alors Renault en faisait partie. Ils ont dit que non, ils ne feraient pas appel au gouvernement, mais qu'ils vont emprunter. Et donc il y a des sommes, mais elles sont évidemment beaucoup plus faibles. L'essentiel, une fois de plus, c'est effectivement de l'aide sous forme d'emprunt. Et on verra après si justement cet endettement important des entreprises ne sera pas un frein à la reprise. Donc, oui. Mais ce qui veut dire aussi, Philippe, que le coût réel de tous ces plans, au final, ex post, comme on dit, le coût final sera plus faible que les milliards annoncés aujourd'hui, que les centaines de milliards annoncés aujourd'hui. Oui, bien sûr. Là, ce sont en fait des facilités de crédit. C'est-à-dire, si on cumule les promesses de prêt, effectivement, ce n'est pas de l'argent donné, ce n'est pas des dons. Ce qui sera perdu, ça sera ce sera les boîtes qui feront faillite. Mais c'est pour ça qu'on leur prête pour passer ce mauvais cap. Exactement. Hein, c'est l'idée, c'est toujours l'idée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette idée-là, elle a émergé très vite en disant il faut absolument passer le cap, surtout qu'au début, comme toujours, on pensait que ça allait durer très peu de temps, donc on s'est dit, ah non, 15 jours, un mois, on va tout de suite donner de l'argent pour passer le cap. Et puis maintenant, on est un peu dans une deuxième étape, on se rend compte que ça va être long, que ça va être pénible et que la reprise ne sera pas immédiate. C'est-à-dire on voit bien que le déconfinement, ça va être très compliqué, qu'un certain nombre de pays vont devoir attendre un certain temps et que donc l'économie repartira très doucement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on parle maintenant de plan de relance. Et d'ailleurs le plan européen comme les réflexions sur le plan français sont déjà dans une perspective de relance. Ouais, c'est-à-dire que même avec tous ces plans, vous le dites clairement, hein, mais il faut que la reprise ne tarde pas trop. Et là, évidemment, on navigue toujours à vue, que ce soit sur le déconfinement, la stratégie. Dans quel état d'esprit seront les consommateurs à la sortie, ce qu'ils vont se retrouver pour acheter une bagnole, on peut en douter, mais pourquoi pas. Comment les boîtes vont investir ou pas, serrer les boulons ou pas, est-ce qu'il y aura un retour de pandémie. Enfin, sur tout ça, on est complètement dans le flou. Oui, absolument. Et c'est l'objet des réflexions actuelles et c'est la raison pour laquelle il faudra certainement aider la machine à repartir. Hein. Si vous prenez l'automobile, les gens n'achètent plus de voitures, donc la consommation d'automobile a été réduite à quasiment zéro. Oui, mais c'est parce que les concessions sont fermées. Philippe, on se place dans l'idée que quand elles rouvriront…
C'est ça. Alors, donc la question, c'est quand elles ouvriront, est-ce que les gens vont acheter, vont se rattraper, puisque c'est un bien, finalement, on peut le repousser de quelques mois pour s'acheter une nouvelle voiture, les flottes d'entreprises aussi. Est-ce que ce sera ce cas-là, ou est-ce que, au contraire, il y aura une forme de méfiance du retour ou d'attentisme, hein, c'est ce qu'on est en train de voir en Chine, où l'activité repart, mais elle repart beaucoup plus doucement. Et à ce moment-là, l'État devra intervenir et forcément, il fera probablement des aides qu'on a déjà vues par le passé, du type prime à la casse et autres, dans le cas de l'automobile. On a titré des munitions illimitées de la part des gouvernements, des pouvoirs publics. On est là aujourd'hui, tant que les banques centrales suivent, tant que les marchés suivent? Oui, tant que les marchés suivent. En fait, tant qu'il y a une espèce de confiance mutuelle dans le fait qu'on ne peut pas faire autrement, qu'il n'y a pas d'alternative, dans le fait que finalement tous les pays sont plus ou moins dans ce genre de difficultés, en tout cas les grands pays, c'est-à-dire la France et l'Allemagne en Europe, la Chine, les États-Unis, tous ces pays-là, ils ont à la fois les moyens et ils ont la confiance. Et tant que cette confiance restera, effectivement, on aura la possibilité de pouvoir ouvrir, faire tourner la planche à billets et créer de l'argent. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que derrière tout ça, il y a quand même des enjeux politiques aussi. On l'a vu pour l'Europe, il y a un enjeu existentiel. Hein, si l'Europe ne va pas au-delà de ses divisions, elle risque de disparaître. Donc, ça met ça en lumière. Puis aux États-Unis, il y a un enjeu politique qui est encore plus immédiat, c'est la prochaine élection présidentielle. Et ça incite aussi beaucoup à ouvrir la boîte à milliards. Voilà, merci beaucoup. Point de vue signé Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci beaucoup Philippe. Bon week-end. Merci David.